Bonjour, bonjour d'ailleurs. Donc, pour cette table ronde, on a choisi d'évoquer le sujet de l'IoT et de la data. Bien sûr, en matière de data science, qui est le thème de Data Job aujourd'hui, on sait tous que l'important, c'est d'abord de disposer de données massives, mais aussi de données de bonne qualité. Et une bonne partie de ces données vont provenir demain d'objets connectés et ne seront pas que des données personnelles déclaratives. Donc on a choisi de réfléchir avec vous, avec 4 intervenants sur cette notion de données issues des objets connectés. Alors je me suis permis d'inviter 4 personnes de secteurs un peu différents. D'abord Eric Mévélec, qui est directeur de l'IoT chez Sowi, une filiale d'EDF qui travaille pour une offre d'énergie. Sylvain Gousseau, directeur Big Data, Innovation et FTTH. Colline, qui est, elle, fondatrice d'une start-up autour d'un objet connecté qui s'appelle Mouna, dans le sommeil. Et puis Vincent Dejouy, d'une start-up qui est très très proche de Quantmétrie, qui s'appelle l'Infométrie et qui développe un objet médical pour prévenir l'apparition des œdèmes, qui sont des facteurs, des facteurs secondaires, non, excusez-moi, des maladies qui apparaissent de manière secondaire suite à une opération du cancer du sein. Voilà, donc on va discuter ensemble sur ces sujets-là. Alors je passe la parole d'abord à Eric. Est-ce que tu peux nous dire en 2 minutes ce que c'est que Sowi et quand est-ce que ça a été créé et pourquoi est-ce qu'il y a des objets connectés là-dedans? Oui, donc, bonjour, donc Eric Mévélec de Sowi. Donc Sowi est une filiale d'EDF, donc je ne vais pas parler d'EDF dans sa grande largeur et pourtant il y a beaucoup de choses à dire, je pense, sur les données au sein d'un groupe comme EDF. Donc Sowi, c'est un commercialisateur d'énergie qui a été créé en mode start-up il y a 2 ans. Donc EDF a décidé de créer une entité autonome et agile pour essayer d'autres choses, essayer la vente de bundles d'énergie et de services connectés pour les clients. Et ces services connectés ils se traduisent aujourd'hui par des thermostats connectés pour le chauffage gaz, pour le chauffage électrique, des bandes de recharge de véhicules électriques connectés. Et on a comme ça toute une roadmap d'objets connectés qui vont, quand on mélange leurs données avec les données de l'énergie, nous permettre de proposer des services toujours plus innovants à nos clients. On est donc dans un modèle un petit peu nouveau où finalement on va aller mélanger des choses qui n'étaient pas forcément mélangées aujourd'hui, à savoir objets connectés, énergie de l'autre côté. Alors Eric, tu me disais en préparant cette table ronde que ton enjeu, c'était principalement finalement l'enjeu de robustesse de ces objets connectés que tu mixais avec ton offre de service, parce que tout simplement, on se voit mal faire intervenir des gens d'EDF pour changer les thermostats tous les 18 mois. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le côté gadget, malheureusement, dont vous pâtissez sur ces objets connectés? Est-ce que vos enjeux sur cette problématique? Oui, tout à fait. Donc en fait, on a 2 gros enjeux autour de la data de manière générale chez Sowi. Une fois qu'on a capté cette data, et ça c'est tout un sujet, c'est bien sûr de proposer des nouveaux services à valeur et de faire du business avec ces services-là, d'une part, mais aussi s'assurer que tout ce qu'on a vendu jusque-là et tout ce qu'on continue à vendre soit de qualité, robuste, dans l'immédiat et aussi dans la durée. Et il nous a semblé intéressant de faire un focus sur ce sujet-là, puisqu'on parle souvent des services, mais pas forcément de la manière dont ils sont produits. Et c'est vrai que nous on met beaucoup d'efforts, une fois qu'on a collecté les datas, pour les processer avec des algorithmes, avec de la data science, avec différents outils, pour les faire parler et pour s'assurer que ce qui est sur le terrain chez les gens fonctionne correctement, rend le service rendu, etc. Je prends un exemple très simple pour rendre ça très concret. Un simple thermostat, effectivement, donc la seule chose qu'on lui demande, c'est d'appliquer un programme de chauffage correctement. Voilà, donc le client avec son smartphone programme au réveil une température, au coucher une température, etc. Il faut qu'on ait la certitude à tout moment que ça s'est bien passé. Et donc nous, une de nos activités typiquement, ça va être de collecter tous les logs issus de l'exécution des programmes, de récupérer tout ça, de faire une corrélation temps réel entre ce qu'on récupère et ce qui est censé être joué chez le dit client, calculer des scores pour s'assurer qu'on on a fait le bon changement au bon moment ou voir s'il y a une petite dérive qui se passe, etc. Lever des alertes, traiter ces alertes de manière automatique, créer des tickets chez les services clients si jamais on ne peut pas le faire de manière automatique, etc. Et finalement,
c'est pas quelque chose que j'aurais imaginé 2 ans en arrière quand on a commencé. On a un backlog, on a une quantité de choses à faire sur le traitement des datas tourné vers l'interne et vers la qualité de service qui est au moins aussi important que celui tourné vers l'innovation, qui est l'autre casquette que je suis censé avoir chez SOI. C'est-à-dire que le machine learning, finalement, sert à détecter les thermostats qui seraient à même de dysfonctionner, c'est ça? Complètement, les thermostats, mais aussi tous les autres objets. Par exemple, on a des capteurs sur les compteurs d'énergie, puisqu'une de nos promesses fortes, c'est on pilote le chauffage, on monitore la consommation d'énergie, on apprend en permanence sur le système énergétique du client, et la promesse, c'est vous dites combien vous voulez payer à la fin du mois, et nous, on s'arrange pour que les systèmes de chauffage fonctionnent de telle sorte que si vous voulez payer 100, vous payez 100. Ce qui veut dire que la donnée première, la plus importante, qui est celle du compteur d'énergie, il y a intérêt qu'on la mesure bien et qu'elle soit bien fiable. Et si, par mégarde, un coup de balai, j'en sais rien, quelque chose fait que le capteur tombe, ça, il faut que rien qu'à partir des datas, on soit capable de manière très réactive de, tiens, hop, tel cas, tel traitement, le capteur est tombé, ou le capteur, j'en sais rien, a une défaillance, il faut qu'on puisse agir très vite. Sinon, la promesse client finale à la fin, on ne sait pas la proposer. D'accord. Merci. Je passe la parole maintenant à Sylvain, parce que Sylvain, comparé à Eric, en fait, vous disposez chez Bouygues Telecom d'un réseau qui est, je dirais, IoT inside. C'est-à-dire, contrairement au réseau EDF qui a été construit dans les années 50, qui a été monitoré par les IoT régulièrement, enfin, en tout cas, qui est équipé de manière régulière et de plus en plus intensive, le réseau Bouygues Telecom 2G, 3G, 4G et fibre, et lui, a été construit de facto pour être monitoré et digitalisé par essence. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, alors on est à la fois précurseur sur l'IoT, mais aussi enabler. Je crois qu'on y reviendra après. Mais qu'est-ce que ça veut dire être précurseur pour un opérateur de télécom? Parce que l'IoT, c'est la capacité à rendre les objets communicants, notamment les actifs industriels. Et finalement, les opérateurs de télécom, leur réseau, il est déjà communicant. Et donc, on collecte des données depuis 20 ans, depuis le début de l'existence. Et donc, on a acquis une certaine expérience, finalement, dans la capacité à collecter les données, à les stocker, et puis à les collecter et les stocker, et puis enfin, à les traiter et à les analyser. Donc aujourd'hui, on va dire sur un actif industriel un peu ancien et quand même volumique, hein, puisqu'on a plus de 16 millions de clients. Qu'est-ce qu'on fait? On fait, alors je pense que tout le monde imagine qu'on fait donc de la qualité de service, de l'analyse au service de nos clients, s'assurer effectivement qu'on a le réseau, la prédiction des pannes, c'est quelque chose qui est essentiel, donc des éléments autour de la maintenance. Et puis sur les flux de population, anonymisés et agrégés, on monétise également. Donc voilà tout ce qu'on peut faire avec de l'IoT finalement. L'IoT, ça nous permet de collecter et puis de traiter des données sur un territoire national. Alors ça, c'est sur le métier qu'on connaît bien de Bouygues Telecom, hein, de réseau cellulaire, voire de réseau fibré. Vous avez aussi une autre activité qui est en plein boom aujourd'hui et qui est complètement liée aux IoT, puisqu'il s'agit du réseau LoRa que vous êtes en train de monter et d'exploiter demain. Vous pouvez, et là, pour le coup, on est complètement lié à l'objet connecté. Oui, effectivement, on est à la fois donc précurseur, mais aussi enabler de l'Internet des objets. Et l'Internet des objets, chez nous, on le distingue sous deux formes. Une première forme qui est l'Internet des objets qui se trouve dans le foyer ou sur finalement nos clients grand public. Et je crois qu'on aura des exemples assez pertinents ensuite. Et donc pour ça, on a besoin de Wi-Fi, on a besoin de Bluetooth, on a besoin de connectivité mobile. Et c'est vrai qu'on joue un rôle. Et notre rôle là-dedans n'est pas de collecter la donnée venant par exemple d'un oreiller connecté, c'est pas ça notre objectif. Notre objectif, c'est de vous assurer la meilleure qualité de service pour que vous puissiez utiliser ces objets de la meilleure façon possible avec le maximum de garanties de qualité. Et donc, dans la captation des données qui viennent de l'IoT, les opérateurs télécoms jouent un rôle. Et puis, ça, c'est les objets du quotidien, alors du quotidien du futur. Et puis, il y a tous les objets de l'actif industriel, connectés à des compteurs électriques, connectés des chariots élévateurs. Et donc, dans ce monde-là, les opérateurs de télécommunications, et en particulier Bouygues Telecom, on a lancé ObjetNews il y a déjà 2 ans, 95% du territoire couvert en réseau bas débit. Donc ça, c'est la technologie LoRa.
on est assez fiers de ça parce que finalement, ça couvre bien la palette et on joue parfaitement notre rôle de capacité à apporter aux industriels des moyens finalement de rendre leurs objets plus intelligents, de pouvoir collecter des données et puis d'analyser et de les traiter avec toute la data science qui va derrière. Alors moi j'ai une question, c'est que on voit bien qu'il y a une espèce d'ambivalence entre le réseau 3G, 4G dont vous disposez et vous maîtrisez finalement ces données, alors que dans le réseau Obgenius, vous n'avez pas forcément le droit d'y toucher. Enfin, quelle typologie de données vous allez pouvoir utiliser? Probablement celle qui est générée par votre réseau 3G, 4G, vous avez le droit de le faire, mais par contre celle qui transite et les objets connectés qui transitent, enfin les données des objets connectés qui transitent par les réseaux Obgenius, vous n'avez pas forcément le droit d'y toucher. Et pourtant c'est un peu pareil, mais le rôle d'un opérateur de télécom, les opérateurs de télécom, c'est des facteurs. On distribue le courrier, on distribue les enveloppes, mais on ne lit que ce qu'il y a sur les enveloppes. Donc on sait à qui envoyer les données. C'est comme ça qu'on établit les télécommunications et finalement on ne regarde jamais ce qu'il y a à l'intérieur. On ne regarde jamais si vous êtes en train de faire du Facebook ou du YouTube, au même titre qu'on ne regarde jamais si l'intérieur d'un IoT médical ou d'un objet sur un compteur. Donc finalement, Obgenius ou 3G, 4G fibre, le rôle de l'opérateur reste le même. Mais là où c'est important, donc on collecte des données pour notre qualité de service, on collecte des données pour mieux connaître nos clients et mieux les servir. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les données, faut en prendre soin. Et nous, on en prend un soin particulier parce que les données sont sensibles. Parce que les données, elles vont demain, et je crois qu'on aura des illustrations qui vraiment montrent l'importance pour vous, grand public, de comprendre que les données restent votre propriété. Ce que vous faites avec les objets, comme ce que vous faites avec votre smartphone ou votre ordi, nous, on ne regarde pas ce qu'il y a à l'intérieur. Par contre, on collecte, on stocke et on traite, ce qui va vous permettre d'avoir un service à la fin. D'accord. Ok, très bien. Colline, justement, tu peux nous dire un petit peu ce que GetMuna ou Muna fait comme objet connecté, et surtout là on va parler des données qui remontent, et on va aller, je dirais, en gradation avec Vincent ensuite dans la thème d'intimité finalement que ces objets connectés peuvent remonter, et dans quelle mesure est-ce que vous prenez des précautions, comme vient de l'évoquer Sylvain, quant au traitement, au stockage et à la sécurité que vous pouvez avoir avec ces données. Bonjour à tous, donc Colline de Muna. Donc Muna, c'est un produit qui améliore le sommeil grâce à la température. Donc on développe un produit dont une partie est une membrane qui se glisse dans l'oreiller et dont on va réguler la température grâce à un boîtier qui se met sur la table de nuit. Parce qu'en fait, notre température corporelle, ça a un gros impact sur notre sommeil. C'est pour ça qu'on retourne son oreiller du côté froid quand on n'arrive pas à dormir. En fait, pour s'endormir, il faut que notre température corporelle, elle diminue. Il faut perdre à peu près 1 degré de température centrale. Et avec des températures fraîches, on améliore la qualité du sommeil. Alors qu'en fin de nuit, c'est l'inverse. Il faut se réchauffer pour bien se réveiller. Donc Muna, ça va suivre et comprendre le rythme du sommeil de la personne et adapter la température de la tête et des épaules pour influencer la température corporelle au cours de la nuit. Oui, mais alors pourquoi à ce moment-là, on pourrait tout à fait imaginer un objet qui n'est pas connecté, Colline? Pourquoi est-ce qu'il faut absolument le connecter, cet oreiller? Donc la data et le fait d'être connecté, c'est extrêmement important dans notre produit parce qu'on est tous différents face au sommeil et on est tous différents aussi face à la sensibilité à la température. Et donc le réglage du produit au cours de la nuit, il va dépendre de chaque individu. Donc il y a des personnes qui sont des courts dormeurs qui naturellement vont dormir que 6 heures, qui vont avoir du coup des besoins en température qui sont différents, vu que notre température corporelle, elle évolue au cours de la nuit d'une certaine façon en fonction des cycles du sommeil. La data science vient finalement au cours de la nuit adapter la température de manière à ce que votre nuit soit la plus profitable possible. C'est ça, on adapte tout au long de la nuit, surtout sur la phase d'endormissement, mais aussi pendant la nuit et au réveil. Et donc, pour revenir sur le point de la donnée, pour faire cette adaptation au mieux et que le produit soit le plus efficace pour chaque type de dormeur, on récupère un certain nombre d'informations sur le dormeur, ses problèmes de sommeil et qui il est lors de la première utilisation. Ensuite, on a une période de 10 jours d'utilisation du produit où on pose des questions à la personne tous les matins pour être sûr qu'on est bien réglé et avoir une adaptation très rapide.
Et ensuite, on continue à suivre le sommeil et c'est du machine learning qui nous permet de nous adapter à chaque profil de dormeur. Alors vous prenez en compte des données externes, vous avez dit, puisque finalement il y a du déclaratif sur l'âge du dormeur, probablement sa taille, son poids, tout ça doit influer. Est-ce que vous avez d'autres typologies de données externes? J'imagine que peut-être que suivant l'activité physique qu'on a eue, suivant la journée, on a peut-être des algorithmes, en tout cas des résultats d'algorithmes qui peuvent un peu changer. Est-ce que vous êtes finalement en API avec des applis de type jogging run, je ne sais pas quoi Donc, en effet, c'est très intéressant pour nous de récupérer un certain nombre de données sur l'activité, sur la santé, alors en faisant attention à ce type de données qui doit être traité d'une certaine façon. Mais donc, il y a tout un type énormément de données qui sont intéressantes et qui influent sur notre sommeil. Le sommeil, c'est quelque chose qui est très complexe et multifactoriel. Et donc, on a vocation à être ouvert de récupérer de la donnée de différentes applications, mais aussi différents objets intelligents, et de aussi communiquer. Lesquelles, par exemple? Quelles sont celles qui, en tout cas, qui ont des effets ou qui ont de l'information la plus forte qui pourrait vous être utile? Typiquement, l'activité, donc ce que vous mentionniez, c'est particulièrement intéressant dans le sommeil. Si on fait du sport tard, c'est quelque chose qui peut retarder le sommeil, notamment parce que ça fait augmenter la température corporelle tard le soir. Donc ça, c'est très pertinent pour Mouna de le savoir. Donc pour donner un exemple, c'est une des données qui est très intéressante. D'accord, super. Merci Vincent. Alors là, on arrive, je dirais, dans les sphères de l'intimité, puisque l'infométrie développe, comme je le disais, un brassard connecté qui permet de surveiller, suite à une opération de cancer, le gonflement d'un bras. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce produit, l'infométrie? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Ce produit, donc l'infométrie, traite d'une pathologie assez largement méconnue du grand public et qui néanmoins rend la vie extrêmement difficile à des dizaines de milliers de patientes. Cette pathologie s'appelle le lymphodème. Alors qu'est-ce que c'est le lymphodème? Vous ne savez sûrement pas si vous ne l'avez pas eu, et si vous l'avez eu, vous le savez très très fortement. En fait, c'est un gonflement du bras qui survient après l'ablation des glandes lymphatiques suite à l'opération du cancer du sein. Donc ça, ce type d'opération survient dans à peu près 30% des cas de chirurgie du cancer du sein. Et donc, ce que ça fait, l'ablation de ces glandes axillaires, c'est que le liquide lymphatique circule beaucoup plus mal dans le bras des patientes. Et donc, dans 30% des cas, elles vont développer un œdème par la suite qui, lorsqu'il n'est pas traité suffisamment tôt, va être incurable. Donc, en général, les personnes s'en rendent compte lorsqu'elles ont une différence de diamètre entre leur bras gauche et leur bras droit. Et donc, ça donne une différence de circonférence d'à peu près 2 cm. Et donc, à ce point de développement de la pathologie, c'est assez difficile à traiter, voire quasiment impossible. Donc, on a eu un vrai cri du cœur de la part des personnels de santé qui traitent cette pathologie pour qu'on vienne les aider avec la technologie, avec les objets connectés, à aider les patientes à pouvoir prendre des mesures chez elles, sans l'aide de personnel de santé, et de manière à pouvoir remonter ces résultats au personnel de santé, de façon à pouvoir diagnostiquer de manière précoce l'apparition de cette pathologie. Si c'est détecté précocement, on a des massages, donc on peut aller chez le kiné et à l'aide de massages, de drainage, en fait, on peut éliminer en fait ce liquide et résorber le problème. Donc c'est un objet qui rend la vie qui évite le problème en fait. Donc le brassard va calculer, je dirais, en temps réel le diamètre autour du bras et va pouvoir identifier si ce diamètre se modifie et si cette modification est effectivement due à l'apparition d'un œdème ou s'il est dû à une activité physique. Oui. Alors tout à l'heure, tu m'évoquais aussi que finalement les patientes auraient à un moment ou à un autre à déclarer leurs activités puisque la science est un peu, je dirais, nue sur les causes de l'apparition de cet œdème et finalement cet outil connecté permettrait aussi de connaître si telle activité est plutôt permet de prévenir l'apparition de l'œdème ou au contraire l'encourage au sens où l'accélère l'apparition de cet œdème. Et donc il y a une déclaration des patientes à dire quelle typologie d'activité physique elles font pour essayer ensuite par le machine learning, en tout cas par la data science, pas forcément machine learning, de comprendre quels sont les facteurs explicatifs de l'apparition ou la disparition de cet œdème. Oui, alors quel est l'enjeu derrière ça? C'est qu'aujourd'hui on a une limitation au niveau de l'état de la connaissance médicale sur les facteurs déclenchants de cette pathologie. Alors pourquoi c'est embêtant?
c'est embêtant. Dans un premier temps, donc on a un diagnostic tardif, donc on a du mal à traiter, voire parfois on ne traite pas. Et en fait, vu qu'on ne connaît pas ces activités qui sont déclenchantes, on ne sait pas ce que les patientes peuvent encore faire ou pas. Quelles sont les activités qu'elles peuvent faire ou pas. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que dans le doute, on leur supprime tout type d'activité avec le bras en question. Donc ce qui veut dire qu'en fait, pour certains métiers, on arrête carrément les personnes de travailler. Donc on sort d'une opération du cancer du sein, on est affaibli. Ensuite, on a un traumatisme esthétique et fonctionnel au niveau du bras. Et à la finalité, on vous arrête de travailler et on n'est même pas sûr que ce soit nécessaire. Donc là, on a vraiment une frustration du personnel de santé qui est absolument considérable. Et c'est pour ça que du coup, on fait de cet outil pas seulement un outil d'aide au diagnostic, mais également un outil d'aide à la recherche médicale pour progresser sur ces facteurs déclenchants de la maladie. Donc là, aujourd'hui, l'intuition des personnels de santé, c'est que c'est les activités physiques qui déclenchent, certaines activités physiques qui déclenchent en fait ce problème. Donc dans un premier temps, ce qu'on fait, c'est qu'on va demander à la patiente de déclarer ses activités et de faire des mesures. Donc elle va faire une mesure le matin et des mesures après certaines activités qu'elle fait dans la journée. Et ensuite, avec son smartphone, elle va déclarer en fait l'activité qu'elle vient de faire. Donc du coup, le personnel de santé va être au courant et va recevoir les mesures et les activités. Alors, faire des corrélations. Au tout début, avec Eric, on parlait de l'importance de la robustesse de ces outils, leur pérennité dans le temps, parce que pour le coup, les modèles économiques de SOWI imposent qu'on ne puisse pas passer chez les gens pour leur changer leur thermostat tous les 18 mois. Là, je dirais, l'enjeu pour vous, c'est la précision de la mesure, parce que tu nous évoquais tout à l'heure que ça jouait à quelques millimètres, ou en tout cas l'apparition pouvait être détectée avec des différences de circonférence qui étaient très faibles. Et plus tôt on le prenait, plus facilement c'était traitable. Donc là, comment est-ce que vous traitez cette notion de précision de données finalement ? Alors effectivement, on va aider au diagnostic. Donc il faut qu'on soit précis au moins au demi-centimètre près. Et en fait, on illustre un cas qui se retrouve assez fréquemment en fait, dans les objets connectés qui font en fait, des mesures. C'est qu'en fait, il faut avoir lorsqu'on va traiter ces données, il faut avoir une certaine intimité avec la façon dont elles sont mesurées, donc une intimité avec le capteur physique en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire lorsqu'on va traiter des données. Lorsqu'on va traiter des données, on va parler de data scientists qui vont aller lire des bases de données. Là, on est sur des problématiques de capteurs. Là, on est sur des problématiques physiques. Nous, ce qu'on utilise, par exemple un tissu piézoélectrique dont les grandeurs électriques varient en fonction de l'étirement. Les lois qui caractérisent la relation entre ce qu'on veut observer et ce qu'on sait mesurer électriquement sont des lois qui ne sont pas du tout linéaires et sont des lois qui dérivent dans le temps. Si vous envoyez des données brutes comme ça en base de données, en fait, il n'y a aucun espoir qu'on puisse en fabriquer quelque chose. Alors c'est peut-être un capteur qui est un petit peu extrême, qui nous demande vraiment une proximité vraiment extrêmement poussée, mais c'est le cas dans quand même pas mal de capteurs. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit de temps en temps, c'est cette méconnaissance de la technologie du capteur qui est finalement plus relève du domaine de l'électronique et de la physionomie physique en fait des capteurs et qui est très très loin des algorithmes de machine learning, etc. Ouais, donc on voit bien qu'encore une fois, c'est la qualité des données en entrée, en tout cas leur justesse et leur robustesse, qui fait la pertinence de l'action qu'on mène derrière. Tout à fait, mais c'est un aspect qui est largement méconnu et il faut connaître en fait un petit peu les limites de ce qu'on sait capter. Et il ne suffit pas d'avoir un scénario d'usage dans l'esprit, il faut aussi que physiquement le capteur puisse le faire. Je vais vous illustrer aussi juste un court exemple en fait, sur l'exemple de la maison connectée sur laquelle j'ai travaillé précédemment. Par exemple, il est très difficile d'un point de vue physique de capteur de déterminer la présence d'une personne. Donc on va détecter par exemple le mouvement d'une personne. Et entre le mouvement d'une personne et la présence d'une personne, en fait, il y a des traitements. Ce n'est pas simplement un débruitage comme on le trouve classiquement en machine learning ou en traitement de données, où on va traiter les outliers, on va traiter des données manquantes, des traitements classiques de préparation de données. Mais là, on est vraiment dans une préparation de données qui est
très 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 poussé si on veut en retenir quelque chose. Je ne sais pas si vous imaginez un signal qui fait 0,1, 0,1, 0,1, 0,1 à une vitesse dépendante des mouvements que les gens font, sachant que les habitudes de mouvement des gens sont différentes d'une personne à l'autre. Je ne sais pas si vous arrivez à voir un petit peu la difficulté. Et ça, c'est des limitations en fait technologiques. Donc ça, on ne pourra pas aller au-delà. Et nous, dans notre problème de mesure en fait sur le diamètre du bras, eh ben, c'est pareil. On est vraiment, donc on a des caractéristiques compliquées à modéliser et en plus qui dérivent dans le temps. Donc nous, on est obligé de compenser ça en permanence. Donc on n'est plus du tout dans un cas de nettoyage de données classique comme on le fait en machine learning et en traitement de données. Donc cette intimité des capteurs, elle est vraiment capitale. Vraiment. Ok, merci. On a atteint le tour de table, la fin du tour de table. Je vous propose peut-être à la salle si vous avez quelques questions, ou sinon moi j'en aurais 2-3 en réserve à poser à un de nos participants. Non? Ah, monsieur, attendez, je ne sais pas comment se passe le... Ouais. Bonjour, c'est pour la dame qui travaille chez Mouna. La question que je me posais, c'est la latence à laquelle vous récupérez vos données donc via les objets donc IoT. Est-ce que c'est... Ah, désolé. Pardon. Ma question s'adresse à la dame qui travaille chez Mouna. C'était concernant donc la latence de la récupération des données qu'ils font donc, par rapport aux gens qui dorment. Est-ce que ce sont des données que vous récupérez constamment en temps réel ou en fonction de l'estimation des phases de sommeil des différentes personnes en fait? Ouais, j'ai entendu une partie de la question. Ouais. C'est quoi la question? On me dit de me déplacer. Allez, écoutez la question. Alors, du coup, la question c'est est-ce que vous traitez des données sur une latence à vitesse unique, à savoir soit en temps réel, soit donc un temps d'estimation de la phase de sommeil du dormeur, ou est-ce que vous êtes sur des données qui remontent de façon à des vitesses différentes en fait? Okay. Donc la question c'est est-ce sur la remontée des données, est-ce que c'est en temps réel ou est-ce que c'est à des temps différents? Aujourd'hui, donc déjà pour rappeler au niveau des capteurs, ce qu'on capte, c'est donc le sommeil, on le capte grâce au mouvement. Et on capte aussi la température et l'humidité dans la pièce et le niveau de luminosité ambiante. Et ça, c'est donc des informations qui sont, des données qui sont fournies à l'algorithme pour adapter la température au cours de la nuit. Et c'est un relevé de données qui se fait toute la nuit en temps réel, sachant que la personne peut choisir d'éteindre les transmissions entre le produit et son smartphone, et auquel cas les données sont stockées, sont embarquées et sont envoyées uniquement le matin. Et donc l'apprentissage dans ce mode-là, l'apprentissage se fait pendant la journée et on réembarque le nouveau profil de température au moment du coucher. Donc c'est pour des personnes qui seraient concernées par des problématiques d'ondes, on a cette possibilité d'éteindre les transmissions. Je me permets de compléter parce que c'est une question que j'aime bien. Parce qu'à mon sens, demain, la plupart des systèmes seront hybrides au sens où il y a beaucoup de données, de plus en plus de données qui foisonnent dans la maison à des temps très très courts. Et j'ai du mal à imaginer que tout va remonter pour différentes questions de performance, de coût, de privacy aussi, on en a parlé. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de systèmes qui fonctionneront en partie en local et en partie dans le cloud. On a déjà ce cas d'usage, nous, puisque finalement, on a des capteurs, on parlait de la présence, etc. On n'a pas de capteur de présence, mais on monitore du bruit, du CO2, tout un tas d'indicateurs où quand on les regarde à l'œil nu, on sait s'il y a quelqu'un dans la maison ou pas. Et donc, ces données-là, on n'a pas forcément envie de les remonter au pas 2 secondes. Donc en fait, on a déjà ces logiques assez simples de dire j'ai déjà des calculs en locaux, j'ai déjà quelques algorithmes qui vont tourner en local pour
sortir des scores, sortir des grandeurs qui vont elles-mêmes être remontées à un niveau plateforme pour être comparées avec celles des voisins, avec des modèles enrichis de la météo, enrichis de je ne sais pas quoi, pour redescendre et prendre la décision. Et quand on refocus sur l'énergie qui est mon thème de prédilection, demain dans les maisons intelligentes, quand il y aura du photovoltaïque, de la voiture électrique, des microgrids, etc., il faudra prendre des décisions en temps réel pour arbitrer si l'énergie elle va ici ou ici ou ici. Et on n'aura pas le loisir de tout remonter pour tout retraiter, tout comparer avec tout le monde pour redescendre la décision. Donc je pense que de plus en plus, on va aller vers des modèles comme ça où certaines informations, parce qu'elles sont orientées UX, vont être hyper temps réel et d'autres qui vont plutôt servir à l'analytics vont avoir des niveaux de traitement qui vont être soit locaux, soit distants, mais ça va bien sûr dépendre des cas d'usage. En fait, nous, on a exactement le même type de problématique parce que ce qu'on fait, c'est qu'on tente en fait, de faire apprendre en fait, les activités que font les personnes à partir des données d'accéléromètre. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà manipulé des données d'accéléromètre. C'est extrêmement volumineux, en fait, les données d'accéléromètre. Donc, si on remonte ça à un serveur central qui, lui, va faire le machine learning pour dire effectivement la dame, elle fait du tir à l'arc ou elle est en train de vider sa poubelle, on va saturer les réseaux très rapidement. Donc en fait, la personne n'aura plus de forfait data au bout de 2 jours. Donc en fait, on a exactement cette même problématique. Alors je crois que dans le monde industriel, c'est pas ce qu'on appelle le edge computing d'ailleurs, c'est de mettre en fait des serveurs au plus près des données pour faire ce premier niveau en fait d'interprétation. Et nous en fait, c'est rigolo. En fait, on le fait à notre échelle. On le fait sur le smartphone. On a une connexion en Bluetooth entre l'objet et le téléphone, et on fait cette reconnaissance d'activité automatique dans le smartphone. Donc on ne le transmet pas par Internet, on le fait directement dans le smartphone. Et ça, c'est un domaine qui est en plein essor, je dirais. Les dernières études avancées, c'est toutes les problématiques de réseau de neurones implémentées directement dans les smartphones. C'est quelque chose qu'on voit apparaître et fleurir aux 4 coins du monde. Je crois que Google Translate a une version offline aujourd'hui. Ouais. Donc là, on est vraiment dans des traitements extrêmement poussés de données complexes qui tournent directement en local. Donc, ouais, je crois qu'on va tous aller vers ça à l'avenir. On le fait tous en fait. Non mais je pense que c'est, il y a 2 bonnes raisons pour lesquelles il faut garder les données en local. Elles ont été données, elles ont été fournies. La privacy et puis le fait que c'est parfois volumique. Le edge computing, c'est quelque chose qui va arriver. Le edge computing, finalement, ça va être la capacité, alors les opérateurs vont se positionner dessus, mais comme d'autres, finalement, de déporter des capacités de calcul au plus près des utilisateurs. Et on connaît tous, je pense, au moins dans la salle, on connaît tous le monde du cache, du caching dans la vidéo, qui vous permet d'avoir votre vidéo YouTube plus vite. C'est la même chose dans le calcul, finalement. Le caching, c'est la capacité qu'ont les opérateurs ou un Google de rapprocher des petits serveurs qui stockent les vidéos les plus populaires. Et finalement, on va stocker des capas de calcul au plus près, donc des mini data centers, des micro data centers qui vont être répartis lorsque les capacités des smartphones ne seront pas suffisantes ou qu'on ne souhaitera pas le faire parce qu'on souhaite y associer d'autres données qui ne sont pas dans le smartphone. Ça peut être le cas si on veut se connecter à des API. On va peut-être prendre une autre question sur les sujets. Il nous reste 5 minutes, allez-y. Je ne vous vois pas très bien. Ah, une autre question avec monsieur. Merci bien. Ça va être plus facile parce qu'on a fermé la porte, donc normalement on devrait vous entendre. Ah non, elle se rouvre toute seule à un moment où je le dis. Alors, bon, typiquement, vu qu'il va y avoir donc, des traitements d'apprentissage machine donc, à processer soit sur des données qui remontent dans le cloud ou soit sur l'objet localement, est-ce que du coup, pour vous, c'est viable de pouvoir processer donc, le traitement en fonction du design de la sécurité de l'objet en fait? Si c'est un objet de type privacy by design, est-ce que c'est toujours mieux donc, de garder donc, le processement donc, des données sur l'objet en local, ou si la sécurité est plutôt dans le cloud, est-ce qu'il faudra absolument tout le temps remonter les données dans le cloud en fait? Oui, la question c'est est-ce que finalement on peut à un moment ou à un autre décider en temps réel de savoir si le traitement va se passer dans le cloud ou en local? En fonction de la privacy que vous avez décidé de mettre en place. En fonction de la privacy, oui. C'est ça que vous dites? Oui.
Vincent, tu as une idée là-dessus Ouais, en temps réel, ça paraît assez surréaliste, pour être honnête. Par contre, effectivement, une des deux raisons pour lesquelles on veut mettre le calcul à côté des données, c'est une raison de vie privée, bien sûr. Et dans le domaine de la maison connectée, on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'on n'a vraiment pas envie d'exposer quelle ampoule on allume ou quelle chose on allume. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui des choses d'ailleurs que vous traitez de votre côté, mais c'est extrêmement intime en fait l'utilisation d'une maison. Oui, en tout cas, il y a ces deux côtés-là. Il y a l'accélération, c'est ne pas engorger le réseau, accélérer la décision et la privacy, tout à fait, ouais. Ouais. Peut-être juste pour compléter le propos, selon la promesse client, selon ce qu'on vend, des fois on n'aura pas le choix. Si on promet l'ubiquité, le pilotage à distance, par essence, il faut bien qu'on remonte des données. Mais surtout, j'ai envie de dire que si pour produire le service, on a besoin de comparer les données d'un site avec les données d'autres sites, comment dire qu'une maison consomme trop, si ce n'est en la comparant avec des modèles réels? Et donc ça, à un moment donné, il faut quand même sortir des données, alors en étant le plus sécurisant possible et en faisant tous les efforts de protection. Mais à un moment donné, on est obligé quand même de sortir ces données. Ça, c'est la première réponse. La deuxième, qui m'est chère, si on parle d'objet connecté, c'est que autant que faire se peut, quand on a un téléphone qui est dans la maison, on va utiliser la puissance du smartphone pour ce faire, ou quand c'est un objet personnel qui est sur le consommateur, on va pouvoir se baser sur cette ressource. Mais aujourd'hui, dans le monde des objets connectés, la plupart sont basés sur des microcontrôleurs avec des puissances de calcul qui sont toutes petites. Donc de toute façon, et c'est des questions de performance, de consommation d'énergie et de coût, de toute façon, il y a un sujet de qu'est-ce qu'on peut faire en local. On ne peut pas tout faire. On peut faire des algorithmes simples. Je pense que tous les gens qui ont essayé de développer des objets connectés savent qu'à un moment donné, la réalité des coûts et des technologies fait qu'il faut se limiter à des choses simples en local et que les choses plus complexes, on les emmène en digestion dans le cloud, là où on a un petit peu plus de souplesse. On pense notamment à la caméra Netatmo. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez regardé, cette caméra, c'est une caméra d'alarme. Donc en fait, cette caméra, ce que Netatmo vend, c'est que cette caméra, elle reconnaît votre visage en temps réel. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'activer l'alarme pour dire que vous partez. Quand c'est la femme de ménage qui vient, la caméra la reconnaît. Donc là, on est sur des traitements de reconnaissance faciale qui se passent dans la caméra. C'est vraiment un secteur en pointe aujourd'hui, quoi. C'est le fait de mettre dans l'embarqué des traitements, je pense, assez poussés finalement. Voilà, mais c'est un exemple assez illustratif. Hein. Regardez Darty, elle est un peu partout. Et elle traite en local ce type d'information. Ouais. C'est un flux. Merci. Une autre question, dernière question. Il nous reste juste 2 toutes petites minutes, donc ça sera probablement le mot de la fin. Non ? Michel, je regarde la timekeeper. Je préfère en arrêter là pour gagner 2 minutes, 1 minute 50 sur le temps de ces tables rondes. Merci à tous pour votre participation. Merci à vous 4. Merci beaucoup pour la table ronde. J'en profite pour dire que Mouna recrute et qu'on est sur le stand 52.